Je vous ai présenté il y a 2 semaines ce qu'est le Vendée Globe. Aujourd'hui, je vous présente son histoire parfois tumultueuse. Le Vendée Globe est né à la fin des années 80 dans la tête de plusieurs skippers qui faisaient le Bug Challenge, mais c'est Philippe Gentaux qui annoncera le premier l'organisation de cette course qui doit se dérouler autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. La première édition se déroule en 1989 et vu que l'un des sponsors de la course est le département de Vendée, la course part et revient au Sables d'Olonne. Le départ de la première édition est donc donné le 26 novembre 1989 avec 13 concurrents qui se lancent dans une presque inconnue. Les machines et les hommes vont-ils tenir? La course se passe bien. On notera 6 abandons, dont celui spectaculaire de Philippe Popon qui, après avoir vu son bateau se coucher, n'arrivera pas à le redresser tout seul, requérant l'aide de Loïc Perron pour y arriver. Les autres abandons, c'est une rage dedans, un dématage, une assistance et un problème de pilote automatique. Après une très belle course, c'est Titouan Lamazou qui remporte en 109 jours, 8 heures et 48 minutes devant Loïc Perron et Jean-Luc Vandened. A noter que Jean-François Coste, qui finit dernier, était parti sur Penduc 3. Titouan Lamazou et Loïc Perron finiront par un défilé sur les Champs-Élysées. Fort du succès de la première édition, une deuxième édition est organisée en 1992. 14 concurrents s'élancent le 22 novembre pour une course déjà endeuillée par la disparition en mer de Mike Plant pendant le convoyage de son bateau jusqu'au Sables d'Olonne. La première nuit fut effroyable et l'océan en furie prit Nigel Burgess. La suite de la course n'épargna pas les marins, comme Bertrand de Broc qui a dû se recoudre la langue en solitaire après un accident de manœuvre. Les conditions étaient très rudes, notamment dans les mers du Sud. Au final, 7 concurrents ne finiront pas la course, suite à des problèmes de pilote automatique, de mât, de coque, de safran et de quilles. A l'arrivée, c'est Alain Gauthier qui remporte l'édition, devenant pour longtemps le plus jeune vainqueur du Vendée Globe en 110 jours, 2 heures, 22 minutes, devant Jean-Luc Vandened et Philippe Popon. Ils seront 7 à terminer et le dernier sera Jean-Yves Asselin qui finira la course en se rationnant. Malgré la précédente édition qui a été endeuillée, ils sont 16 à s'élancer des Sables d'Olonne le 3 novembre 1996, dont Raphaël Dinelli qui part en pirate. Pour la première fois, on a aussi 2 femmes au départ, avec Isabelle Autissier et Catherine Chabot. L'attraction de cette édition, c'est surtout Yves Parlier qui part sur un bateau en carbone et avec un mât pivotant, montrant le chemin de l'évolution qu'allaient prendre ces bateaux. On vit aussi apparaître les quilles basculantes, notamment sur le bateau de Isabelle Autissier. La descente de l'Atlantique se passe bien, et on assiste à une belle bataille, mais les mers du Sud vont se montrer sur leur pire jour. Les tempêtes s'enchaînent, les vagues de 20 mètres sont enregistrées. Le jour de Noël, Raphaël Dinelli chavire, et passe plusieurs jours sur la coque de son bateau qui se remplit d'eau. Il est sauvé par Pete Goss le 27 décembre après que celui-ci ait affronté des conditions effroyables face au vent. Le 5 janvier, c'est Thierry Dubois et Tony Bullimore qui chavirent dans 65 à 70 nœuds de vent et une mer énorme. Leur bateau passe de à l'endroit à l'envers à plusieurs reprises. Ils sont sauvés par la marine australienne le 9 janvier. Malheureusement, le 7 janvier, un skipper n'aura pas la chance d'être récupéré. Jerry Roof disparaît en mer. Les efforts de Isabelle Autissier, Hervé Laurent et Marc Tiercelin ne changeront rien et Jerry Roof restera à jamais introuvable. Son dernier message était « Les vagues ne sont plus des vagues, elles sont hautes comme les Alpes ». Il naviguait dans une tempête dans laquelle il y avait 80 nœuds de vent. Le bateau, retourné, sera retrouvé le 16 juillet, avant que des morceaux de l'épave ne s'échouent au Chili
le 29 août. Dans ces conditions extrêmes, certains lèvent le pied et d'autres tracent pour sortir le plus vite possible des mers du Sud. La remontée de l'Atlantique est plus calme et la course reprend ses droits. Au final, c'est le Normand Christophe Auguin qui l'emporte en 105 jours, 20 heures et 31 minutes, battant le record de la première édition devant Marc Tiercelin et Hervé Laurent. Catherine Chabot finira 6ème et dernière classée, mais sera la première femme à finir un Vendée Globe. Sur cette édition, il y a eu 9 abandons, à cause de safran cassé, de chavirage, de problèmes électriques, de dématage, mais aussi à cause d'une collision avec un cargo. Cette édition du Vendée Globe sera un tournant dans l'organisation de cette course. La sécurité va être augmentée, et notamment dans les mers du Sud, où les concurrents ne pourront plus descendre aussi sud qu'ils ne veulent, afin d'éviter de s'approcher des glaces, mais surtout au passage de l'Australie, être à portée rapide des secours. En 2000 est donc organisée une nouvelle édition du Vendée Globe. 24 concurrents s'élancent le 9 novembre avec 4 jours de retard suite à une grosse tempête dans le golfe de Gascogne. La course commence quand même dans de grosses conditions, amenant à des abandons dont un assez spectaculaire. Celui de Patrick de Radigues qui, après s'être blessé, s'est retrouvé inconscient et son bateau a fini par s'échouer sur les côtes du Portugal. La suite de la course se passe mieux. Les mers du Sud sont plus clémentes que sur la précédente édition, même si les portes des glaces qui obligent les skippers à rester assez nord n'y sont pas pour rien. Dans les mers du Sud, on a quand même eu 2 grands moments. Le premier est le dématage de Yves Perlier qui, au lieu d'abandonner, s'abrite dans une baie pour refaire un mât de fortune et finir la course. Le deuxième, c'est le leader Michel Desjoyaux qui a un problème de démarreur sur son moteur. Il finira par faire un système de poulie actionné par sa baume. Un système qu'il nommera la méthode D. Desjoyaux, démerde-toi pour démarrer ton diesel. À la fin des mers du Sud, Michel Desjoyaux a 600 000 d'avance sur Ellen MacArthur. Ellen MacArthur, elle, essaye de revenir quand d'autres concurrents encore en course ont eu de grosses avaries comme Roland Jourdain, un favori qui a cassé son rail de grand voile. Pendant la remontée de l'Atlantique, Michel Desjoyaux sera inquiété par les attaques de Ellen MacArthur qui aura bien profité de l'anticyclone de Sainte-Hélène pour recoller. Mais ce sera quand même Michel Desjoyaux qui l'emporte en battant au passage le record en 93 jours, 3 heures et 57 minutes devant Ellen MacArthur qui aura été la révélation de ce Vendée Globe et Roland Jourdain qui, malgré ses problèmes, finira 3ème. Yves Perlier finira 13ème avec son gréement de fortune et Pasquale de Gregorio finira dernier classé en 15ème position. On compte 9 abandons avec des dématages, des avaries de safran, des problèmes électroniques, des avaries de barres et de pilotes. Malgré tout, cette édition restera longtemps dans les mémoires pour la belle bataille qu'elle nous a offert et pour le fait que c'est la première édition où le premier met moins de 100 jours à faire le parcours. En 2004, une nouvelle édition du Vendée Globe est lancée avec 20 concurrents. Le départ est donné le 7 novembre dans des conditions idylliques. La course se transforme vite en régate planétaire. L'équateur est franchi en seulement 10 jours et certains concurrents naviguent à vue dans l'Atlantique Sud. C'est notamment le cas de Jean Le Cam et Vincent Rioux. C'est ici que Vincent Rioux gagnera son surnom de Vincent le Terrible. Malheureusement, les mers du Sud vont être moins clémentes et les premiers abandons vont apparaître. Les mers du Sud sont habituelles, c'est-à-dire pas simples, mais pas non plus monstrueuses comme en 1996. Après le passage du Cap Horn et pendant toute la remontée de l'Atlantique, on assiste à une grosse bataille à 3 entre Vincent Rioux, Jean Le Cam et Mike Golding. Les 2 premiers s'échangent régulièrement la place de leader quand le 3e les menaçait.
Au final, Vincent Rioux s'impose en 87 jours, 10 heures et 47 minutes, battant le record, faisant de son bateau le seul bateau double vainqueur du Vendée Globe, et surtout 2 Vendée Globe consécutifs. Jean Le Cam arrive seulement 7 heures derrière, quand Mike Golding finira 3ème le lendemain après avoir perdu sa quille. Le dernier classé aura été Karen Leibovitzy, qui finira en 13ème position. Petite anecdote, Nick Maloney, ayant été obligé d'abandonner dans la remontée de l'Atlantique suite à un problème de quille, a fait réparer son bateau et a fini son tour du monde 1 an après être parti. Deuxième anecdote, Charles Edrich, qui était parti hors course suite à des différends avec le propriétaire de son bateau, a fini son tour du monde sans escale. Au final, sur cette édition, il y aura eu 7 abandons sur avarie de safran, de fixation de baume arrachée, de fixation de quille cassée, d'avarie de mât et de baume cassé. En 2008, 30 skippers s'élancent le 9 novembre des Sables d'Olonne pour une édition qui va marquer l'histoire. L'histoire sur l'eau, mais aussi sur internet. Car c'est sur cette édition qu'a eu lieu le premier Vendée Globe virtuel sur Virtual Regatta. Dès le départ, une grosse dépression malmène la flotte, causant déjà des abandons et des demi-tours, dont celui de Michel Desjoyeaux, qui repartira des Sables d'Olonne 2 jours après tout le monde. La descente de l'Atlantique se court bord à bord. On assiste à une régate de haut vol. Malheureusement, on a aussi quelques abandons de très bons skippers comme Jérémy Bayou. L'Atlantique Sud verra le début de la remontée de Michel Desjoyeaux qui, autour de l'anticyclone de Sainte-Hélène, fait un coup magistral. Il décide de faire le grand tour pour garder du vent quand les autres tentent de couper au plus court. Cette stratégie lui permet à l'entrée des mers du Sud d'être revenu dans le match. Les mers du Sud vont être comme à leur habitude, sans être dans les excès. Les concurrents vont affronter quelques grosses dépressions ayant quand même des vents à plus de 60 nœuds, causant des dématages comme celui de Loïc Perron ou encore Mike Golding qui, alors qu'il est en tête, a dématé dans 50 nœuds, laissant la tête à un certain Michel Desjoyeaux, revenu grâce à ses très belles stratégies et sa façon exemplaire de pousser son bateau. Malheureusement, la course va devenir flippante quand le 18 décembre, Yann Eliès se brise le fémur. Il parvient à mettre son bateau à la cape malgré des douleurs insoutenables. Il sera sauvé par la marine australienne le 20 décembre. Pendant 2 jours, Marc Guimot était à côté avec son bateau pour soutenir Yann psychologiquement. Pendant tout le Pacifique, Michel Desjoyeaux est suivi de près par Roland Jourdain. Le 6 janvier a failli être un jour noir sur le Vendée Globe. Jean Le Cam, alors à 200 000 du Cap Horn, chavire après avoir perdu son bulbe de quille. Vincent Rioux se déroute et récupère Jean. Pendant la manœuvre, un des outriggers de Vincent Rioux touche la quille du bateau de Jean. Cette collision entraîne des dommages sur l'outrigger, causant peu de temps après le dématage du bateau. Vincent sera reclassé 3ème ex aequo. Alors que tout le monde s'attendait à une belle bataille sur la remontée de l'Atlantique, Roland Jourdain tape un cétacé au large de l'Argentine, l'obligeant à ralentir 2 jours pour réparer. Michel Desjoyeaux peut s'échapper et plus aucun skipper ne peut lui enlever sa 2e victoire. Pendant ce temps, les skippers plus loin passent le fameux Cap Horn. Et c'est là, au niveau des îles des États, que Brian Thompson prendra le plus fort vent enregistré sur ce Vendée Globe avec 80 nœuds. Malheureusement, le 29 janvier, Roland Jourdain perd sa quille et ne voulant pas prendre de risques, il décide d'abandonner aux Açores à quelques jours de l'arrivée. Michel Desjoyeaux s'impose donc en 84 jours, 3 heures et 9 minutes. Malgré qu'il ait failli perdre un safran dans le Grand Sud, il devient encore à l'heure d'aujourd'hui le seul double vainqueur du Vendée Globe. Il s'impose devant un skipper qu'on reverra plus tard,
un certain Armel Lecléache, qui pour son premier Vendée Globe finit deuxième, mais 5 jours derrière Michel. Marc Guimot prendra la 3e place suite à sa compensation, car en temps réel, c'est la révélation de ce Vendée Globe, Samantha Davis, qui a passé la ligne en 3e. Le dernier sera Norbert Sedlacek, qui finira son Vendée Globe en 11e position. Il y aura du coup eu 18 abandons, avec des problèmes divers qui vont de la rencontre avec un ovni au dématage, en passant par l'échouage de Bernard Stamm, des fissures dans les bateaux, des barres de flèches cassées, des problèmes de safran et bien évidemment un chavirage et une fracture du fémur. C'est personnellement un des Vendée Globe qui m'a laissé le plus de souvenirs, car c'est le premier que j'ai suivi par moi-même, mais aussi car c'est là que le virus de la voile m'a pris. En 2012, 20 concurrents sont au départ d'un Vendée Globe qui va marquer les mémoires par son intensité. En fait, il y avait 21 IMOCA au Sables d'Olonne, car cette année-là, le film En solitaire était en tournage et avait profité du monde présent au Sables d'Olonne pour tourner la scène de l'arrivée. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage à aller le voir. L'histoire se passe pendant le Vendée Globe, et franchement, c'est pas trop mal tourné, même s'il y a quelques incohérences dont je vous parlerai peut-être un jour dans une vidéo spéciale. Le départ est donné le 10 novembre des Sables d'Olonne. Preuve de l'intensité qu'il y allait avoir, 5 bateaux volent le départ et doivent faire demi-tour, donnant des images spectaculaires de bateaux manœuvrant au milieu des autres bateaux. La descente de l'Atlantique se court de manière très serrée, avec des échanges réguliers de position entre les différents leaders. Malheureusement, plusieurs skippers verront cette bataille de chez eux, comme Marc Guimot qui a perdu sa quille seulement 4 heures après le départ, Quito de Pavan et Louis Burton qui sont rentrés en collision avec des chalutiers, ou encore Samantha Davis qui a dématé. Zivek Guzowski abandonne lui aussi à cause de son pilote automatique, et Jérémy Bayou casse le vérin de sa quille et est contraint aussi à l'abandon. Dans l'Atlantique Sud, la bataille reste intense et les bateaux sont toujours assez serrés. Malheureusement, le 25 novembre, un favori abandonne, suite à une collision avec une bouée métallique à la dérive. Il s'agit de Vincent Rioux. L'anticyclone de Sainte-Hélène va se montrer coriace et va pousser certains à tenter des options à la déjoyau, comme Jean-Pierre Dick et François Gabard, quand d'autres vont tenter de couper au plus court, comme Armel Lecléache. Finalement, les skippers qui passent à l'ouest avaient la bonne option et on se retrouve de nouveau avec une bataille ultra serrée. Jean-Pierre Dick profitera d'avoir des vents soutenus en premier pour établir un record de distance en 24 heures. Un record qu'il ne gardera pas longtemps. Les mers du Sud, bien que pas super violentes, vont se révéler être complètement folles et nous donner des images de folie, d'IMOCA lancés à pleine vitesse avec des skippers pas prêts à lâcher pour rester dans le bon paquet. Au cap de Bonne-Espérance, les écarts sont très faibles, mais une configuration météo et de course va donner lieu à un moment qui reste gravé en moi pour toujours. On assiste d'abord à des gros choix stratégiques pour passer la porte creusée, avec Armel qui reste assez nord quand les autres vont au sud. Armel garde la tête, mais ce qui se passe après la porte est juste d'anthologie. Il y a un gros anticyclone qui grossit dans le sillage des premiers, et tous savent que s'ils se font rattraper, le retard pris va être énorme. Alex Thompson et Bernard Stamm seront les premiers repris, en grande partie à cause de problèmes matériels. Jean-Pierre Dick, lui, est repris un peu plus tard, mais sensiblement pour les mêmes raisons que les deux derrière lui. Par contre, Armel et François, eux, sont bien lancés dans leur speed test géant au beau milieu de l'océan. François va très vite. Il repasse en tête et bat même le record de distance sur 24 heures. Les images à bord sont folles et les deux skippers creusent sur les concurrents.
À partir de maintenant et jusqu'à l'arrivée, ça va être du match racing planétaire. À plusieurs reprises, les deux vont se retrouver à vue, essayant de cacher leurs petits secrets, et notamment pour François, une voile qu'il est le seul à avoir et qui lui permet dans certaines conditions d'avoir un bel avantage. Malheureusement derrière, on va assister à la disqualification de Bernard Stamm qui après avoir mouillé dans une baie pour réparer ses problèmes d'hydrogénateur, a vu son ancre chassée, l'amenant proche d'un bateau duquel des marins sont descendus sur le bateau sans demander à Bernard Stamm pour l'aider à sécuriser son bateau. Vu qu'il a reçu assistance, il est disqualifié. Il finira le tour du monde hors course. Dans le Pacifique, les deux premiers continuent leur bataille rapprochée. Il n'y a pas de grosses options à prendre, ce qui donne cette situation surréaliste, mais tellement cool à suivre. Au Cap Horn, il n'y a que 15 heures entre les deux premiers. La remontée de l'Atlantique Sud va être décisive. Déjà, juste après le Horn, il y avait une option qui sur le papier était très rapide, mais obligeait les skippers à prendre des risques matériels. Les deux skippers craignaient que l'autre ne la tente, mais finalement, les deux sont restés sur une option moins rapide, mais plus safe. C'est après que tout va se jouer. Quant au large de Cabo Frio, Armel tente une option plus à l'ouest, en tentant de jouer avec des petites dépressions, quand François lui s'en tient éloigné. Bien lui en a pris, car Armel n'a pas du tout eu les conditions espérées, et a fini par se recaler 103 000 derrière François. Derrière, c'était juste l'effet accordéon qui faisait que les écarts se faisaient et se défaisaient. Mais il n'y avait pas d'option, et François a eu à gérer jusqu'à l'arrivée. Il s'offrit pour sa première participation à la victoire en 78 jours, 2 heures et 16 minutes. À 29 ans, il devient le plus jeune vainqueur du Vendée Globe. Il devance Armel de 3 heures seulement. Avant de parler du troisième, je dois vous parler de quelques événements qu'il y a eu derrière. On a eu le 3 février une grosse frayeur quand Javier Sanso a chaviré après avoir perdu sa quille au sud des Açores. Il est secouru 12 heures plus tard après avoir été illettreuillé. Un autre skipper a perdu sa quille. Il s'agit de Jean-Pierre Dick, alors 3ème, qui lui a réussi à stabiliser son bateau. Il a continué et a décidé d'aller jusqu'à l'arrivée avec son bateau qui était devenu une savonnette et qui pouvait se retourner. Malheureusement, des grosses conditions l'ont contraint à un mouillage à San Cibrao. Mouillage autorisé tant qu'il n'y a pas d'assistance de la terre. Mais pour arriver là, il y avait déjà à affronter des conditions de mer pas faciles. C'est là qu'a eu lieu une belle histoire. Alex Thompson, qui arrivait derrière, s'est dérouté pour se tenir prêt à porter assistance à Jean-Pierre en cas de gros soucis. Il a attendu que Jean-Pierre soit au mouillage pour reprendre sa route et finir 3ème du Vendée Globe. Son premier podium, lui qui n'avait jamais eu de chance sur le Vendée Globe. Jean-Pierre Dick pourra lui finir la course en 4ème position. Alessandro Di Benedetto finit quant à lui 11ème et dernier du Vendée Globe. Mais pour lui, ce n'est pas grave car il a réussi un Vendée Globe sur un Mini et sur un IMOCA. Et ça c'est très fort. Au final, on dénombre 9 abandons sur dématage, problème de quille, chavirage, collision et une disqualification. Cette édition du Vendée Globe est celle qui me laisse les plus beaux souvenirs. En 2016, 29 participants s'élancent le 6 novembre pour le premier Vendée Globe où l'on voit des foilers. Il y a aussi un changement majeur, car les portes des glaces laissent place à une zone d'exclusion. C'est pour moi une édition spéciale, car c'est la première fois où je suis allé au Sables d'Olonne pour voir le départ en direct. Dès le départ, la bataille est belle entre les favoris. Alex Thompson est distancé à cause d'une mauvaise option au large du Portugal, mais via une super option entre les îles du Cap-Vert où il profite de l'effet Venturi entre les îles, il reprend la tête et passe l'équateur en tête. Malheureusement, c'est aussi au Cap-Vert que Tanguy de la Motte abandonne suite à la casse d'une partie de son mât. Dans l'Atlantique Sud, on se retrouve toujours un peu avec les mêmes stratégies. Des bateaux tentent l'anticyclone de Sainte-Hélène au plus court, quand d'autres prennent une route intermédiaire et d'autres une route très à l'ouest. Alex
prend cette dernière option, et ça paye, car son avance augmente et il touche en premier une dépression qui lui permet en plus de battre le record de distance sur 24 heures. Malheureusement pour lui, Alex Thomson tape un ovni peu après qui casse son foil tribord. Ça ne remet pas en cause sa participation à la course, mais ça le ralentit. Je reste convaincu que s'il n'avait pas eu ça, c'est lui qui aurait gagné tellement ce bateau semblait au-dessus de la concurrence. Le même jour que l'avarie de Alex, on a l'abandon de Bertrand de Brock sur problème de coque. La dépression que les premiers ont pris leur permet d'accentuer leur avance sur les autres qui au fur et à mesure se font doubler par le front. Malheureusement, alors qu'il était bien placé, Vincent Rioux est contraint à l'abandon suite à la collision avec un ovni. Cette première dépression finit par se déliter et les premiers ralentissent aussi. Alex Thomson, trop au sud, a laissé une porte ouverte à Armel qui en profite pour revenir petit à petit. Alex Thomson passe le cap de Bonne-Espérance le 24 novembre. Malheureusement, le même jour, Morgan Lagravière abandonne suite à la casse de son gouvernail. Dans l'océan Indien, la bataille redevient de plus en plus intense. De 100 000, l'écart passe à une trentaine de mille, puis une dizaine. La bataille est relancée. Malheureusement pour Alex, les conditions météo favorisent Armel qui tire toute la puissance de son foil tribord pour aller plus d'un nœud plus vite. Armel reprend la tête. Proche des Kerguelen, les conditions sont moins favorables au foil et permettent à Alex de revenir un peu. C'est au même endroit où on aura des images tournées par un hélicoptère de la Marine nationale française des deux bateaux. Les images de Alex Thomson toute voile dehors en mode grosse attaque et tenant le drapeau du Royaume-Uni ont fait le tour du monde. Les conditions peu favorables à l'arrière ont, comme sur le Vendée Globe 2012, transformé cette course en match racing. Les jours suivants sont plus favorables à Alex qui navigue sur son bon foil et reprend la tête. Jérémy Bayou monte lui vers le nord pour réparer une avarie de grand voile. Le 4 décembre, on a malheureusement le dématage de Kojiro Shiraishi. Le lendemain, Armel bat le record Les Sables d'Olonne Cap Lewin et a repris la tête de la course. Il commence à creuser l'écart et compte 101 000 d'avance sur Alex. Les autres sont loin, car le troisième est à 595 000. Entre le 5 et le 8 décembre, on voit malheureusement plusieurs abandons, dont un très grave. Sébastien Josse enfourne fort et endommage son foil bâbord. Il décide d'abandonner. Quito de Pavan, qui n'avait jamais atteint les mers du Sud sur un Vendée Globe, heurte un cachalot qui endommage fortement sa quille. Il déclenche ses balises de détresse, craignant que son bateau ne se retourne et coule. Il sera récupéré par le Marion Dufresne. L'épave de son bateau sera retrouvée sur une île quelques mois plus tard. Romain Attanasio tape un ovni, mais n'abandonne pas. Il se met au mouillage pour réparer et repart. Le 8 décembre, c'est officiellement l'entrée dans l'océan Pacifique avec des vents de 35 à 40 nœuds, ce qui est à peu près normal. Armel continue d'accroître son avance. À l'arrière, les concurrents affrontent une violente dépression qui notamment oblige Yann Eliès à se mettre à la cape. Le 14 décembre, les vents se calment à l'avant, faisant baisser les moyennes qui étaient folles sur les derniers jours. Mais la zone de transition ne calme pas pour autant Armel, qui continue à accroître son avance. Alex souffre de son foil tribord. Au moment de faire du prêt, il dérive. Le 7 décembre, alors que le vent est revenu, l'écart entre les deux premiers est de 422 000. Le mano à mano s'est transformé en envolée de Armel Leclache. Ce même 16 décembre, Stéphane Le Diraison démate et doit abandonner. Le 18, alors que l'écart se creuse toujours en tête, Thomas Ruyant tape un ovni qui fissure son bateau en deux. Il parviendra quand même à rentrer au port et à sauver son bateau. Le 20 décembre, Paul Meillat se déroute vers le nord suite à une avarie de Verne Key sur le bateau qui avait gagné l'édition 2012. Il est contraint à l'abandon. Le 23 décembre, c'est la délivrance pour Armel Lecléache qui double le Cap Horn. 762 000 devant Alex. Il établit au passage un nouveau temps de référence. À ce moment-là, on se dit, ça y est, c'est plié. Dans le début de la remontée de l'Atlantique, Armel continue de creuser son avance qui se porte à 820 000 le 23 décembre.
Mais le 24, les conditions deviennent plus compliquées pour Armel, alors que Alex trace à 20 nœuds. Le 25, Alex double le Cap Horn et commence sa remontée de l'Atlantique. Il n'a déjà plus que 455 milles de retard, alors que Armel doit tirer des bords. Puis n'a que du vent modéré, alors que Alex n'a qu'un empannage et du vent soutenu. Les ennuis pour Armel continuent le 28 quand il rentre dans une cellule anticyclonique. Alex en profite et revient à 29 milles derrière le 30 décembre. Il vient de combler 791 milles de retard en une semaine. Mais en Atlantique, être devant est souvent un avantage. Et quand Alex rentre, à son tour dans les vents faibles, Armel en ressort et reprend un peu de marge. Malheureusement derrière, le premier jour de 2017 est signe d'abandon pour Enda Okoinen qui démate. Il abandonne et finira son tour du monde quelques mois plus tard sur le bateau réparé de Thomas Ruyant. C'est aussi le 1er janvier que les deux derniers quittent l'océan Indien. Plus d'un océan sépare le premier du dernier. La suite, c'est les alizés de l'hémisphère sud, où Alex peut exploiter son foil intact. L'écart y varie entre 130 et 190 milles. Le 5, au moment de quitter les côtes du Brésil, l'écart est remonté à 342 milles. Le 7, Armel passe l'équateur, établissant un nouveau temps de référence. Le poteau noir sera compliqué pour Armel qui voit Alex revenir à 79 milles le 9 janvier. Mais comme à chaque fois, le premier sorti reprend de la marge. Et le premier c'est Armel qui après avoir vraiment souffert passe la latitude du Cap Vert le 11 janvier avec de nouveau 253 milles d'avance. Le 13 janvier rebelote, une nouvelle zone de molle ralentit les deux premiers. L'écart a rebaissé à 70 milles et Alex tente un petit décalage astucieux dans l'ouest pour toucher le vent en premier. Derrière, on a une très belle bataille entre Yann Eliès et Jean Le Cam qui passent leur temps à s'échanger leur position. Le 14 janvier, les deux premiers passent à la latitude des îles Canaries. Les dépressions du nord ne sont plus très loin. Malheureusement pour Alex, sa petite option n'a pas marché et il est obligé de se recaler dans le sillage de Armel. Mais ce petit décalage lui permet d'avoir un bon angle et de se rapprocher de Armel. Le 15, Armel reprend de la vitesse et Alex ne peut rien faire. Il se retrouve à 109 milles derrière alors qu'il s'était fixé comme objectif de n'être que 30 milles derrière. Il sait que maintenant, ses chances de doubler Armel sont minces et que sauf coup du sort, il risque de ne pas gagner ce Vendée Globe. La suite, c'est un vent soutenu au passage des Açores. Le 16 janvier, Alex bat le record de distance sur 24 heures avec 536,81 milles. Malgré ça, Armel ne se laisse pas impressionner et reste 75 milles devant. Le 17, les deux premiers approchent de la dorsale qui barre la route directe des Sables d'Olonne. Ils passent d'ailleurs la latitude des Sables ce même jour, mais doivent monter jusqu'au large des Scilly pour pouvoir redescendre sur les sables. Armel vire en premier, suivi de Alex qui tente d'être un peu décalé. Il n'est que 60 milles derrière, mais il sait que c'est fini. Le 19 janvier, à 16h37, Armel remporte le Vendée Globe. Je me rappellerai toujours de ses larmes de joie à l'arrivée. On sentait que cette victoire, il la voulait vraiment après ses deux deuxièmes places. Alex franchit la ligne en deuxième position, 16 heures derrière. En showman, il a attendu le lever du jour pour passer la ligne et laisser Armel profiter de la fête. Peut-être aussi voulait-il digérer un peu seul sa deuxième place avant de retrouver énormément de monde. Le 23, après des derniers jours compliqués à cause des vents faibles et de tous les problèmes qu'il avait sur son bateau, Jérémy Bayou prend la 3ème place. De la 4ème à la 6ème place, la bataille est belle, mais Jean-Pierre Dick prend la 4ème place, faisant que les 4 premiers sont des foilers. Il finit du coup devant Yann Eliès, 1h26 derrière, et Jean Le Cam, 2h56 derrière. Les écarts étaient vraiment infimes. Le 10 février, alors qu'il n'est plus qu'à 700 milles de l'arrivée, Conrad Coleman démate. Il décide néanmoins de se faire un gréement de fortune et de finir la course. Il arrivera le 23 février après avoir parcouru 740 milles sous gréement de fortune. Le dernier est Sébastien Destremo.
il finit le 11 mars. Sur cette édition, nous aurons eu 18 marins à l'arrivée, ce qui est historique. Jamais autant de skippers ont fini le Vendée Globe avant. 11 concurrents ont malheureusement abandonné, sur dématage, heurts avec un ovni qui a endommagé le bateau, verre and quille fissuré ou encore avarie de foil. Ce Vendée Globe m'aura laissé de très beaux souvenirs. Je reste convaincu par contre que Alex avait le meilleur bateau, mais sur le Vendée Globe, avoir le meilleur bateau ne vous offre pas forcément la victoire. Il faut aussi avoir de la chance, et Alex en a malheureusement pour lui manqué. En 2020, ils sont 33 à s'élancer sur un Vendée Globe très particulier. Le départ est donné le 8 novembre sans public sur le Chenal. En effet, on est en pleine pandémie mondiale. Ça a donné une ambiance très particulière qui laisse des souvenirs uniques de ce Vendée Globe. La nouveauté de cette édition, c'est les grands foils, mais aussi Armel Tripon qui vient avec une étrave arrondie. Le début de course est très particulier. Les conditions météo permettent au bateau à dérive de tenir les foilers. Jean Le Cam s'empare même de la tête après 6 jours de course. Les premiers jours de course sont aussi terribles pour un favori. Jérémy Bayou rencontre un ovni qui endommage un safran. Il rentre au sable, puis repart le 17 novembre. On assiste aussi à beaucoup de problèmes de hook. Arnaud Boissière, Armel Tripon et Fabrice Amédéo en sont victimes. La suite de la course, c'est normalement les alizés, mais à la place, on retrouve une dépression tropicale. À cet endroit, on assiste à de grosses options. On a par exemple Charlie Dalin qui tente d'éviter le plus fort de la dépression alors que Alex Thompson plonge en plein centre. Les centristes s'en sortent un peu mieux, mais n'ont pas non plus une énorme avance. Enfin, les alizés arrivent et les foilers peuvent un peu s'exprimer. Même si c'est plus court qu'à l'accoutumée, les distances proches ou supérieures à 500 000 en 24 heures commencent enfin à tomber. Malheureusement, le 16 novembre, c'est le premier abandon. Nicolas Troussel voit son mât tomber et ses espoirs avec. Après presque 10 jours de course, Alex Thompson passe l'équateur en tête. Les conditions très particulières le mettent 17 heures derrière son chrono de 2016. Mais le poteau noir a été très cool et s'est laissé traverser à 15 nœuds de moyenne. Au 12e jour de course, Thomas Ruyant s'empare de la tête grâce à un petit décalage. Il en profite pour faire 515 000 en 24 heures le 21 novembre. Malheureusement, le même jour, c'est le début des problèmes pour Alex Thompson. Il découvre des dommages structurels sur son voilier. Pendant 2 jours, il met sa course entre parenthèses pour réparer. Il y parvient, mais repart avec 500 000 de retard. Les alizés permettent vraiment aux foilers de s'échapper. Et au 13e jour de course, Jean Le Cam qui était avant dans le groupe de tête se retrouve à 300 000 des leaders. Au 16e jour de course, Thomas Ruyant voit une fissure dans son shaft de foil bâbord. Il le coupe et finira du coup avec un foil moins performant que l'autre. En tête, on retrouve un GOAT, un certain Charlie Dalin qui lui n'a pas encore d'avarie majeure sur son bateau. L'anticyclone de Sainte-Hélène va comme souvent rabattre les cartes. Un groupe se trouvant à 500 000 du leader tente le grand tour par l'ouest. Dans ce groupe, on a Alex Thompson, Boris Herman, Louis Burton, Samantha Davis ou encore un certain Yannick Bestaven. Les leaders, eux, passent au plus court et les bateaux à dérive en profitent pour revenir, profitant du portant VMG où ils sont meilleurs que les foilers. L'option ouest marche plutôt bien car Louis Burton parvient à reprendre 300 000 à Charlie. Le 28 novembre, Alex Thompson est malheureusement contraint à l'abandon suite à la collision avec un ovni qui a endommagé un de ses safrans. Le 30 novembre, le Vendée Globe a failli coûter la vie à un skipper. PRB se casse en deux. Kevin Escoffier envoie un message qui fait froid dans le dos. Je coule, c'est pas une blague, Mayday. Il enfile sa combinaison de survie et se jette dans son radeau de survie. On ne le sait pas encore à ce moment-là, mais cet événement va totalement changer l'histoire de cette édition. Jean Le Cam, Yannick Bestaven, et Sébastien Simon et Boris Herman sont déroutés pour porter secours. Jean est le premier sur place et retrouve le radeau. Mais le temps qu'il prépare son bateau pour la récupération, il repère de vue le radeau de survie. Il finit par le retrouver grâce à la petite lampe du radeau. À 2h08 du matin,
Kevin met le pied sur le bateau de Jean. Le sauvetage est terminé et tout le monde reprend sa course. Kevin est récupéré par le Nivos en pleine mer quelques jours plus tard, laissant de nouveau Jean tout seul. Pour ce sauvetage, Jean aura 16h15 de compensation, Yannick 10h15 et Boris 6h. Le 1er décembre, Charlie franchit le cap de Bonne-Espérance en tête et entre dans le vif du sujet, les mers du Sud, et pour commencer, l'océan Indien, avec sa mer souvent agitée et mal ordonnée. La première dépression que les leaders affronteront aura des vents de 50 nœuds avec la mer qui va avec. Une bonne entrée en matière, dirons-nous. Louis Burton est impressionnant. Il revient à 200 000 de Charlie grâce à une super option. Il s'empare de la deuxième place devant Thomas Ruyant, handicapé par son foil. Malheureusement, en arrière, le 2 décembre, Sébastien Simon et Samantha Davis heurtent des ovnis, les contraignant à l'abandon. Samantha repartira quand même du cap, mais hors course pour finir son tour du monde et faire parler de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque soutenue par Initiative Cœur. L'océan Indien est très mal pavé en cette année 2020. Jean Le Cam dira que c'est la première fois qu'il le voit comme ça. L'ambiance à bord est en mode machine à laver et les bateaux prennent cher. Le 11 décembre, Fabrice Amédéo abandonne sur problème informatique. La fin de l'océan Indien est plus calme, voire trop calme pour certains. Ça tamponne par devant et Charlie, qui avait pris une belle avance, se fait reprendre. Le 13 décembre, Charlie franchit en tête le cap Lowin devant Thomas Ruyant à 62 000 et Yannick Bestaven à 68 000. Damien Seguin n'est que 242 000 derrière avec un bateau à dérive. Malheureusement, le 14 décembre, alors qu'il est encore en tête, Charlie Dalin est victime d'une sérieuse avarie. Sa cale de foil tribord est endommagée. Il y met 18 heures à réparer, perd la tête de la course et ne pourra plus exploiter son foil tribord à fond. Yannick Bestaven s'empare donc de la tête de course avec un bateau d'avant-dernière génération. Derrière, Jean Le Cam fait des étincelles en distançant les foilers de son groupe du grand art. Le 16 décembre, les premiers entrent dans le Pacifique. Cet océan lui aussi ne sera pas très accueillant. Tout d'abord, par ses vents faibles qui ne permettent pas aux foilers de s'échapper. De plus, comme souvent depuis le début des mers du Sud, le vent est plutôt d'une orientation qui favorise le portant VMG, chose que les bateaux à dérive adorent, alors que les foilers ne sont pas du tout adaptés à cet angle, et sont obligés de faire plus de route, permettant encore aux non-foilers de revenir. Le 21 décembre, Louis Burton, auteur d'une belle première moitié de course, doit mettre sa course entre parenthèses suite à des problèmes dans le mât. Il se met au mouillage derrière l'île Macquarie et au bout de 3 ascensions arrive à réparer et repart. Le 24 décembre, une belle option de Yannick plus nord que Charlie lui permet de prendre un peu d'avance. Derrière, c'est la grosse bataille entre Jean Le Cam, Benjamin Dutreux, Boris Herman, Damien Seguin, Isabelle Josqueux et Maxime Sorel. Tout ce beau monde est très proche l'un de l'autre. Moins de 100 000 les séparent. Le 2 janvier, c'est la fin des mers du Sud pour Yannick Bestaven. Il passe le Cap Horn très au large car les conditions sont dignes des mers du Sud. Il possède à ce moment-là 159 000 d'avance sur Charlie et 458 sur Thomas. Les deux premiers sont arrivés à passer devant le front et creuser sur la concurrence. Dans le sud, un concurrent a fait des étincelles. C'est Armel Tripon qui, après ses nombreux problèmes, a traversé la flotte à vitesse grand V dans les mers du Sud. Au Cap Horn, il est 13ème à 1000 milles du premier. C'est aussi le 2 janvier que Sébastien Destremo abandonne suite à des problèmes de pilote automatique. Le début de la remontée de l'Atlantique se fait dans des airs plus calmes. Le 3 janvier, Isabelle Josqueux annonce qu'elle a une grosse accumulation d'avaries. Son vérin de quille casse. Elle installe le faux vérin qui garde la quille au centre. Ce dernier casse aussi le 9 janvier, obligeant Isabelle à abandonner le Vendée Globe à Salvador de Bahia. Elle finira quand même hors course après réparation. Pendant ce temps, en tête, les petits airs ont permis au groupe des poursuivants de revenir sur Charlie. Thomas Ruyant parvient même à le rattraper le 6 janvier grâce à une super option à l'ouest, là où Charlie et Yannick étaient partis à l'est. Damien Seguin, par sa position, prend provisoirement la deuxième place.
mais il est loin de Charlie et Thomas. Les deux remontent vite sur le podium. Seul Yannick est encore un peu devant et parvient même à porter son avance sur Thomas et Charlie à 439 000 le 7 janvier grâce à une belle option Est. Mais la suite de l'Atlantique va se montrer beaucoup moins favorable pour lui. Il va affronter des vents contraires, faibles et des prévisions météo pas du tout précises. Des bulles anticycloniques se déplacent partout et sont mal prévues. Malgré toute l'énergie mise pour s'en sortir et les nombreux virements de bord, Yannick manque de chance et tombe dans beaucoup de zones sans vent. Il voit Charlie et tous les poursuivants lui revenir dessus en passant par l'est. Au passage, ces zones compliquées arrangent les poursuivants et un groupe de 9 bateaux se forme en tête, en pleine remontée de l'Atlantique. C'est juste hallucinant. Le 13 janvier, les alizés rentrent enfin. Mais trop tard, la meute est déjà revenue sur Yannick Bestaven, qui se retrouve à batailler dans la flotte, alors que Charlie a repris les commandes. Dans les alizés, les foilers reprennent un peu d'avance, mais dans ces foilers, on n'a pas que des bateaux de dernière génération, puisqu'on retrouve Louis Burton, deuxième avec son bateau qui a gagné la précédente édition, et Boris Herman qui a un bateau de génération 2016 mais modifié avec des grands foils. Les skippers sur bateau à dérive s'accrochent comme ils peuvent et limitent bien les dégâts car à l'équateur quand Louis Burton passe en tête, Damien Seguin n'a que 120 000 de retard. Les 4 premiers franchissent l'équateur en 4 heures. Ce Vendée Globe s'annonce historique pour ses écarts resserrés, même avec le dernier qui n'a que 6000 milles de retard, ce qui est le plus petit écart, mais aussi par le faible nombre d'abandons. Seuls 8 abandons sont à déplorer. Le poteau noir se montre plutôt sympa avec les 2 premiers, mais pas avec le reste de la meute. On y voit des petits décalages avec un Charlie d'Alain à l'est quand Louis est à l'ouest. Les autres se retrouvent empêtrés dans des calmes qui leur font perdre du temps. Le 18 janvier au matin, Boris et Thomas sortent des calmes avec 102 000 de retard, quand l'après-midi c'est au tour du groupe emmené par Yannick Bestaven d'en sortir avec 141 000 de retard. Sur certains Vendée Globe, ça aurait pu être rédhibitoire, mais les compensations et la météo vont en décider autrement. Après 48 heures d'Alizé, où les foilers ont pu se faire plaisir, les leaders rentrent dans une dorsale qui va de nouveau détendre l'élastique. De belles options apparaissent. Louis part dans l'ouest quand Charlie et le reste de la flotte restent à l'est. Damien Seguin est le plus à l'est de la flotte. Au plus loin, le décalage sera de 300 000 entre Damien et Louis. L'option de Louis est plutôt payante car il touche les vents en premier et malgré une route plus longue, il se retrouve le 22 janvier seulement 4000 derrière Charlie. Derrière, tout le monde tient à peu près la cadence. Seulement 400 000 séparent le premier du 9e qui est Benjamin Dutreux. Mais les vents favorables de l'avant permettent à l'élastique de se tendre. Les premiers touchent un flux de sud qui leur permet d'allonger la foulée. Sauf que ce n'est pas en route directe vers les sables. Jean Le Cam se retrouve à 400 000 le 23 janvier quand Benjamin Dutreux est à 496 000. Ce même 23 janvier, les options se dessinent quand Yannick Bestaven est le premier à empanner dans un vent basculant plus sud-ouest. Il est imité par Damien, puis Giancarlo Pedoté, Thomas, Boris Herman, Louis Burton, puis Charlie. Ces moments différents d'empannage et surtout l'endroit où il a été fait recréent un écart longitude. À partir de ce moment-là, un jeu d'empannage et de contrôle se met en place pour monter vers les Sables d'Olonne en escalier. Le 25 janvier, 2 options se redessinent. Un groupe à l'est, composé de Charlie, Louis et Boris, et un groupe à l'ouest, composé de Yannick, Thomas, Damien et Giancarlo, un peu en arrière. Je reste convaincu aujourd'hui que Yannick, même s'il savait qu'il avait sans doute course gagnée, a quand même tenté une option pour être premier finisher et vainqueur par la même occasion. Une belle manière de penser que j'apprécie beaucoup. Il n'a pas juste fait le petit train, il a tenté des choses et c'est magnifique. À l'entrée du golfe de Gascogne, on se retrouve avec le groupe de l'Est qui s'est transformé en groupe du Sud et le groupe de l'Ouest en groupe du Nord. Louis, lui, a changé de groupe. Le groupe du Sud est finalement avantagé et Charlie arrive le premier au sable le 27 janvier au soir devant Louis Burton.
On apprendra pendant le live d'arrivée de Charlie que Boris a tapé un bateau de pêche et fait du coup route à toute petite vitesse. Yannick franchit la ligne 3ème et du coup grâce à sa compensation gagne le Vendée Globe. C'est la première fois que la victoire du Vendée Globe se joue sur compensation. Thomas franchit la ligne en 4ème après avoir cassé son bout dehors. Boris arrive 5ème devant Damien Seguin et Giancarlo Pedoté. Jean Lecam finit 8ème devant Benjamin Dutruc qui ferme la marche du groupe de la grosse bataille. Mais au final, les arrivées très serrées ont fait que le classement a été chamboulé par les compensations. Yannick gagne donc devant Charlie, Louis, Jean Lecam, Boris Herman, Thomas Ruyant, Damien Seguin, Giancarlo Pedoté et Benjamin Dutruc. Les arrivées continueront à s'enchaîner jusqu'au 5 mars où Harry Uzela, 25ème, ferme ce Vendée Globe. 25 skippers sur 33 auront fini la course, ce qui est énorme. Les écarts ont été infimes, la bataille a été folle. Les quelques abandons sont sur dématage, problèmes de quilles, de structure, d'informatique ou heurts avec des ovnis. Et enfin, un naufrage à cause d'un bateau qui se casse en deux. Je voudrais mettre des petites mentions spéciales dans ce Vendée Globe. Mention à Jérémy Bayou qui a fait le tour sans pouvoir se battre pour la victoire qu'il voulait. C'est très fort. Mention pour Clarisse qui avait peu d'expérience en IMOCA et a réussi une super course. Mention pour Arnaud Boissière qui a bouclé son 4ème Vendée Globe consécutif. Mention pour Charlie Dalin qui a été super. Il a fait une course grandiose. Mention pour Jean Lecam et Maxime Sorel qui naviguaient sur des bateaux qui menaçaient de se casser en deux. Maxime a même dû mettre une plaque sur le pont de son bateau pour combler une fissure qui apparaissait. Et enfin, mention spéciale à Yannick Bestaven pour son côté humble et pour ses très beaux mots envers Charlie quand il lui a dit « on est deux gagnants ». Cette sportivité l'honore grandement. Ce Vendée Globe m'aura personnellement laissé un goût un peu amer. Je rêvais d'une arrivée comme ça, mais les compensations, même si elles sont logiques, ont un peu faussé le jeu. De plus, le Vendée Globe devenant de plus en plus populaire, les réseaux sociaux étaient un véritable champ de bataille, où le moindre avis même argumenté finissait par des insultes, des ticonériens ou des arguments totalement pétés. C'est dommage de ne pas savoir écouter et débattre calmement. Dernière petite chose qui m'a laissé un peu un goût amer. C'est le gros faux pas de la communication du Vendée Globe qui ont sorti le documentaire sur cette édition alors que tous les bateaux n'étaient pas encore arrivés au Sables d'Olonne. Au final, le temps de course, que tout le monde voyait inférieur aux précédentes éditions, sera de 80 jours, 3 heures, 44 minutes, faisant dire à certains que les FAO ça marche pas sur un tour du monde. Il ne faut pas oublier que les conditions météo ont été extrêmement atypiques, ce qui a permis à 4 bateaux à dérive de finir dans le top 10, dont un qui a fini au pied du podium. Les conditions entre guillemets plus normales n'auraient sans doute pas donné ce résultat. Et ce Vendée Globe a aussi poussé les skippers qui se sont fait construire un bateau neuf pour 2024 à le faire plus polyvalent et moins typé comme l'étaient ceux de 2020. Pour finir cette vidéo sur cette course géniale, je ne peux que vous conseiller de la suivre. Soutenez les skippers, ils le méritent énormément. Souvenons-nous aussi de ceux qui ont fait cette course et aux 3 skippers qui ont laissé leur vie. Car même si cette course nous fait rêver, nous fait voyager et nous captive, il ne faut jamais oublier que ces marins qui s'élancent sur cette course partent pour une aventure belle mais qui peut aussi parfois être dangereuse. Donc soyons respectueux avec eux, encourageons-les et profitons des batailles autour du monde qu'ils nous offrent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Vendée Globe, cette course que j'adore, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne, ça m'aide énormément. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos et faire partie de cette communauté. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, on n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous êtes abonné à la chaîne, du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Tori à la chaîne sur YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.